Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle série cette année qui démarre par une série de 3 épisodes sur les pollutions lumineuses. Nous avions terminé l'an dernier plusieurs séries de webinaires dans le cadre de ICO-Solutions animées par le Conservatoire du Littoral. L'année dernière, nous avions eu une série sur la restauration écologique des mangroves, la gestion des chats sur les îles, la gestion du carbone bleu et les tortues, la gestion des nidifications des tortues face à l'érosion des côtes. Vous pouvez retrouver tous ces épisodes sur la chaîne YouTube de la délégation européenne internationale ou sur la chaîne ICO Solutions, sur le site web ICO Solutions. Donc, n'hésitez pas à revenir voir ces webinaires qui ont été diffusés l'an dernier. À la fin de ces épisodes, l'an dernier, nous avions fait parvenir une série de questions aux participants et aux intervenants pour savoir quelles étaient les thématiques qui pourraient les intéresser cette année. Et dans les thématiques qui sont ressorties en tête, il y a eu la pollution lumineuse et les observatoires du littoral. Donc, 2 séries que nous allons réaliser cette année. Et donc, nous commençons par cette nouvelle série sur donc la pollution lumineuse sur les îles, les côtes et les océans, pardon. Et nous allons voir aujourd'hui d'excellentes intervenantes qui vont partager leur expérience dans l'ouverture de ce nouveau cycle. Pour quelques questions logistiques pour utiliser la plateforme, pour ceux qui ne sont pas encore complètement habitués, vous pouvez, si vous êtes participant, poser les questions que vous voulez aux différentes intervenantes dans la question box, celle qui est marquée Q&R ou Q&A en fonction de la formule de votre Zoom. Et si vous avez des questions plus techniques, logistiques, etc., vous pouvez aussi intervenir dans le chat. Cyrielle vous y répondra. Pour la traduction, nous avons la chance d'avoir Isabella qui traduit à nouveau cette année tous nos épisodes. Vous pouvez donc aller sur le petit globe sur votre Zoom pour choisir le canal anglais ou français en fonction de ce que vous voulez. Nous aurons des interventions en français et en anglais aujourd'hui. Pour les speakers, merci de bien noter que vous êtes enregistrés, que tout ça va être ensuite sauvegardé et rediffusé sur la chaîne YouTube de la délégation européenne internationale du Conservatoire du Littoral, mais aussi sur le site web IcoSolutions. Donc merci d'être attentif à tout ce que vous dites. Alors, qu'est-ce que le Conservatoire du Littoral et qu'est-ce que c'est que IcoSolutions? Le Conservatoire du Littoral est un organisme public français qui achète des terrains en France, en bord de mer, pour les protéger, et ceci depuis presque 50 ans. Aujourd'hui, nous sommes propriétaires de 13% du linéaire côtier français, que ce soit dans l'Hexagone ou dans les Outre-mer. Et nous avons la chance, effectivement, d'avoir ces territoires gérés par des ONG, des collectivités locales ou des parcs nationaux, ouverts au public. Et donc, nous avons la chance sur ces territoires qui sont donc une énorme diversité de sites, de mangroves, de dunes, de zones humides, de falaises, de champs, d'espaces exploités de manière agricole, etc. D'avoir beaucoup de gestionnaires et du coup beaucoup d'expériences différentes, diversifiées. Et donc, c'est ça qu'on essaye de transmettre lors de ces webinaires, l'expérience du Conservatoire du Littoral, mais aussi l'expérience d'experts, les meilleurs experts sur les sujets que nous avons contactés et qui vont intervenir aujourd'hui. La démarche IcoSolutions, c'est une démarche qui a été lancée lors du congrès mondial de l'UICN par plusieurs partenaires et que nous continuons d'animer. Et l'objectif, c'est de chercher des solutions pour mieux gérer ensemble les îles, les côtes et les océans. Donc, cette nouvelle série qui démarre aujourd'hui sera donc découpée en 3 épisodes. Le premier aujourd'hui, ce sera une introduction générale avec les définitions et puis déjà quelques premières pistes de solutions. Le deuxième épisode sera la semaine prochaine, mardi prochain, qui sera lui consacré aux problématiques de diagnostic des pollutions lumineuses, mais aussi des impacts plus précis sur la biodiversité. Et le dernier épisode, qui sera le jeudi 30 mai, sera vraiment là orienté sur les solutions pour limiter les impacts des pollutions lumineuses.
Le- L'équipe qui a organisé et que je tiens à remercier ce cycle de webinaire, c'est donc Marie Chauchet qui est derrière la question box. C'est elle qui va écouter, entendre, pardon, lire vos questions que vous allez pouvoir rédiger pendant tout le webinaire et qui va ensuite les retranscrire pour les poser à nos intervenantes à l'occasion de 2 sessions de questions et réponses que je vais vous présenter tout à l'heure. Cyrielle, qui a aussi organisé en amont cette série, elle, aujourd'hui, c'est elle qui vous répond derrière la chatbox et qui règle tous les problèmes techniques. C'est elle qui est en back-office aujourd'hui. Et Isabella Aguirre est notre interprète et c'est elle qui traduit du français vers l'anglais et de l'anglais vers le français. Aujourd'hui, cet épisode donc sera avec 4 intervenantes. D'abord, nous aurons une introduction, puis 3 cas pratiques, 3 exemples qui nous seront présentés, qui seront entrecoupés de 2 sessions de questions et réponses après la seconde intervenante et après la quatrième intervenante. Donc les 4 intervenantes du jour, Kelly, Katia, Edna et Mélanie, qui nous ont fait l'honneur et le plaisir d'être présentes aujourd'hui. Et nous avons une belle diversité d'interventions et de territoires, puisqu'effectivement, Kelly va nous parler depuis l'Australie, Katia depuis Madère, Edna depuis la Bretagne et Mélanie depuis les Caraïbes, voilà, où elle est actuellement. Donc, je vais donner la parole tout de suite à Katia. Katia, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement à notre public pendant 1 minute, nous dire qui vous êtes? Hi everyone, thank you. I'm Katia. Merci, je suis Katia, je suis une biologue et je travaille dans le département portugais qui étudie les îles de Madère, surtout les oiseaux et d'autres tares de la biodiversité. J'ai étudié depuis 2009 et je travaille avec la conservation et avec l'éducation environnementale. Merci beaucoup, Katia. Aujourd'hui, nous avons aussi le plaisir, comme intervenante, d'avoir Edna Hernandez-Gonzalez. Edna, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous aussi, en 1 petite minute? Oui, bah, bonjour, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Edna Hernandez-González, architecte urbaniste. Et je suis basée à l'Université de Bretagne occidentale et je travaille notamment dans le cadre d'une chaire autour de la pollution lumineuse et plusieurs projets, comme on verra par la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Edna. Autre intervenante aujourd'hui, la dernière, ce sera Mélanie Hartmann. Si tu veux bien te présenter aussi, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Je suis Mélanie Herteman. Je suis docteur en écologie et ingénierie écologique. Et je suis spécialiste de l'étude des mangroves et des milieux humides. Voilà. Je travaille depuis la Martinique et je suis membre expert en fait du groupement Outre-mer des experts de l'UICN. Et aussi j'enseigne à l'université donc des Antilles de Martinique et de Guadeloupe. Je travaille surtout sur la question des impacts anthropiques sur les habitats naturels et j'accompagne en fait, les collectivités publiques dans les processus de préservation des habitats et de la biodiversité, dans l'aménagement des territoires. Merci beaucoup, Mélanie. Et pour commencer, nous avons l'honneur d'accueillir Kelly Pendley from Perth in Australia. Kelly, could you please present yourself and after take the floor? Yes, yeah, my name's Kelly Pendoli. I'm coming to Oui, you. je m'appelle Kelly Pendle et je viens de Perth, en Australie. Je suis une des directrices d'une organisation pour le conseil environnemental. On a travaillé depuis 27 années et on est complètement concentré sur la biologie, sur la biodiversité et sur le contrôle de la lumière artificielle avec un focus spécial sur le
point de vue de la faune, qui est très différent du point de vue humain. Et je travaille dans ce champ depuis presque 30 ans et j'ai encore beaucoup à apprendre. Je pense que je vais continuer avec mon présentation. C'est vrai, Fabrice? D'accord. Alors, en premier, je voudrais vous introduire dans l'aspect le plus important de la pollution de la lumière. Donc, c'est un peu difficile de le faire dans quelques minutes, mais pour commencer, je pense que c'est très important de donner une définition de la pollution lumineuse. La pollution est la présence ou l'introduction dans l'environnement d'une substance ayant des effets nocifs ou toxiques. Et normalement, on ne pense pas à la lumière comme quelque chose qui a des effets nocifs, mais trop de lumière pendant trop de temps peut en effet avoir des effets très toxiques. En premier, on perd la vue des étoiles, du ciel de nuit. Et c'est très important pour l'astronomie, pour la navigation et aussi pour des cultures traditionnelles qui ont une connexion avec les étoiles. Il y a aussi d'autres impacts. Parce qu'on a beaucoup de cultures nomadiques, indigènes, qui utilisent les étoiles pour naviguer, pour leur patrimoine culturel et pour leur religion, pour déterminer ce qui se passe d'une saison à l'autre. Donc, s'ils perdent la vue, la vue des étoiles, ils perdent leur connexion. En plus, il y a beaucoup de nuisances lumineuses et éblouissements, par exemple dans votre chambre, quand vous dormez, et il y a des impacts sur la vie des gens, donc sur le résidentiel. Aussi, par exemple, les lumières des autos. Donc, il y a vraiment des nuisances assez lourdes. En plus, il y a un impact sur la santé humaine. La science, la médecine commence vraiment à voir qu'il y a des conséquences et cela porte de l'amsomie, bien sûr, mais aussi des cancers, obésité, maladies cardiaques, dépression et même la lésion des cellules rétiniennes sur les enfants quand ils sont très jeunes. Et en plus, l'impact écologique, on a vraiment étudié le cycle lumière noire et quelque chose qui fait vraiment partie de l'être humain et on est en train de changer la physiologie de l'être humain avec cette lumière, cette pollution lumineuse. Cela a aussi des effets sur les aspects physiologiques et comportementaux des animaux. Alors, vous voyez ici la gravité de la lumière artificielle de nuit. Vous voyez ici cette pollution lumineuse qui continue à croître dans les années et vous voyez bien que la majorité de cette pollution est concentrée dans la partie nord de l'hémisphère. Et aussi, vous voyez le changement de lumière qui vient de changer la lumière traditionnelle électrique avec les LED. Ici, je vous montre les aspects les plus importants de la pollution du point de vue biologique. Vous voyez bien, il y a le spectre visible de la lumière entre 100 dans la zone UV jusqu'à 400, jusqu'à 1400 dans les infrarouges. Donc, on ne voit pas, par exemple, la lumière qui nous cause des brûlures à la peau,
mais cela se passe. Et dans le milieu, vous voyez les couleurs, le violet, le bleu, le vert. Ça, c'est le spectre visible de lumière. Et vous voyez de ces images qu'il y a des animaux qui ont une sensibilité très aiguë à la lumière. Pas toutes les espèces voient la lumière de la même façon et il y a beaucoup d'espèces qui ont des problèmes avec cette pollution, spécialement s'il y a beaucoup de lumière pendant la nuit. Maintenant, je veux parler de la lumière violette bleue. Vous voyez ici, j'ai cerclé la lumière violette bleue. Alors, vous voyez que cette lumière est visible à la plupart des animaux, des espèces vivantes, et il y a haute énergie, courte longueur d'onde, donc c'est la même lumière qui peut faire qui peut être vraiment, qui peut créer des problèmes aux yeux des enfants. Très visible en vision scotopique de telle obscurité, c'est-à-dire la vision utilisée par les animaux nocturnes. Donc, ils sont très sensibles à cette lumière bleue. Aussi, c'est une lumière qui se disperse vraiment bien dans l'atmosphère. Donc, quand on voit beaucoup de lumière dans les villes, cela vient de cette lumière violette bleue. La prochaine. Et l'autre chose très importante est que vous voyez ces courbes, c'est la courbe CAE qui est utilisée par les producteurs de lumière électrique pour calibrer leurs instruments. Donc, vous voyez de la courbe que cela ne mesure pas carrément la lumière violette, la lumière bleu-violette. Donc, cet instrument commercial ne donne pas la meilleure valeur pour les problèmes de la lumière bleue et violette pour les animaux. Donc, ça, c'est très important. Alors, pourquoi on parle beaucoup de lumière bleue? On passe de la lumière halogène jusqu'à la lumière LED. Maintenant, tout le monde va produire ce genre de lumière. Ce genre de lumière, si vous la voyez, quand il y a la température qui augmente, c'est-à-dire une lumière chaude, le sommet bleu augmente. Donc, c'est-à-dire ces lumières LED mettent beaucoup de blue light, de lumière bleue dans l'atmosphère. Cette augmentation n'est pas ou est peu mesurée par les équipements photométriques commerciaux. Et l'autre point qui est très important est que ces lumières LED mettent 10 fois de plus la lumière dans l'atmosphère. Donc, c'est très difficile de monitorer, d'évaluer cette lumière. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, mais c'est juste mes conclusions. La lumière artificielle nocturne est un polluant lorsqu'elle n'est pas gérée avec soin. Elle connaît une croissance de 9% par an dans les zones non développées et avec les passages au LED. Et au cours des 20 dernières années, la recherche dans ce domaine s'est développée. Chaque espèce étudiée démontre
un grand impact de cette lumière artificielle nocturne. La lumière bleue de courte longueur d'onde est la plus perturbatrice pour la faune et la flore. Les LED contiennent de la lumière bleue qui augmente avec la température de couleur, de sorte qu'un LED de 6000 K est très lumineuse et très blanche par rapport à un LED de 2000 K. Aussi, les instruments commerciaux ne mesurent pas cette lumière bleue. Et enfin, la compréhension des effets biologiques de la lumière sur le récepteur sensible est au cœur de la recherche mondiale actuelle et je pense qu'on va continuer à voir cette recherche augmenter dans les prochaines années. Merci. Sharp. Perfectly on time. Merci beaucoup, Dr. Pindoley. Merci pour votre introduction très claire qui nous permettra de mieux appréhender ensuite toutes les problématiques liées à la pollution lumineuse et le lien avec les animaux. N'oubliez pas que si vous voulez poser des questions, commencez à les écrire maintenant dans la question box, Q&A ou Q&A. Allez-y, Marie est en train de les collecter petit à petit et Kelly va répondre ensuite à cette question une fois que nous aurons aussi entendu la prochaine intervenante, c'est-à-dire Katia, à qui je vais passer la parole. Kelly, merci. You will come back in a few minutes after the intervention of Katia. Katia, je vous laisse la parole pour votre intervention et nous vous reprendrons pour des questions ensuite. Merci à vous. Thank you, Fabrice, and thank you for the opportunity to share our work that we are developing here in Indonesia. Merci Fabrice et merci pour me donner l'opportunité de parler ici. As Kelly already presented, Comme Kelly a déjà présenté, la pollution lumineuse est partout et ça croît à un taux de 9% chaque année. Et normalement, on pense que la pollution lumineuse est seulement dans les villes et pas dans la nature, mais c'est exactement le contraire. Il y a beaucoup de pollution et on est en train, par exemple, de mesurer en Micronésie la pollution lumineuse. Et aussi dans les 3 archipelages de Madeira, des Azores et les îles Canaries. Et il y a beaucoup de villes qui sont sur la côte, qui partagent l'espace avec des corridors de passage. Et dans ces projets, on espère de arriver à faire vraiment réduire la pollution lumineuse dans beaucoup de différents endroits. La prochaine. La pollution lumineuse a un impact direct sur la biodiversité, on l'a dit, et on a travaillé avec 3 groupes, avec les gaules, les oiseaux et aussi d'autres typologies d'oiseaux. Il y a beaucoup d'espèces et il y en a 3 qui sont endémiques et qui sont beaucoup dans les endroits pollués. On a étudié 10 espèces nicheuses en Micronésie et on a vu qu'ils utilisent par exemple aussi l'orientation des étoiles et ils sont très sensibles à la lumière.
Donc, c'est très difficile parce que s'ils perdent l'orientation, s'ils perdent la vision des étoiles, ils peuvent perdre leur orientation et, par exemple, il y a des voitures ou d'autres instruments humains qui font vraiment des problèmes. Et ils arrivent même à ne pas retrouver leur voie envers l'océan. Et on a vu que près d'un quart d'espèces sont menacées dans le monde par la pollution lumineuse. Maintenant, on parle des chauves-souris. Ils ont un rôle très important, surtout sur le contrôle de maladies, et près d'un quart d'espèces de chauves-souris sont menacées dans le monde et 9 espèces de chauves-souris sont carrément en Micronésie. Et la pollution lumineuse affecte leur comportement alimentaire et reproductif parce que les insectes sont attirés par la lumière, les espèces de chauves-souris qui ne tolèrent pas la lumière ne peuvent pas se nourrir dans leur habitat naturel. Et aussi, les lumières qui sont très intenses en proximité des dortoirs créent une journée continue et les chauves-souris arrivent en retard pour se nourrir et donc il se perd la période de plus grande activité des insectes. Aussi, les chauves-souris sont très importants pour le contrôle des maladies et ils sont aussi des impollinateurs. Donc ça, c'est vraiment un problème. Et après, on parle des insectes aussi, qui ont un rôle très important dans l'impollination, un rôle clé dans les services des écosystèmes. Ils sont des indicateurs de la qualité de l'habitat et de la création d'écosystèmes équilibrés et résistants parce qu'ils sont la base alimentaire pour d'autres animaux et ils ont un rôle crucial dans la pollinisation, comme je l'ai déjà dit. On compte 170 espèces reproductrices justement en Micronésie. Et on parle carrément des phalènes qui sont vraiment très, très impactées par la pollution lumineuse qui perturbe leur activité et leur activité nocturne qui est essentielle pour leur survie, provoquant leur mort par épuisement ou collision. Ce sont des effets en cascade sur les plantes et les autres animaux parce que ces insectes sont brûlés sur la lumière, sur les voitures. Donc, c'est vraiment un grand, grand problème. La prochaine. Pour conclure, parce que dans les prochains épisodes, je vais vous donner beaucoup plus de détails si vous allez participer aux prochains épisodes. Pour parler un petit peu de la méthodologie qu'on utilise pour mesurer la pollution lumineuse dans ce projet avec nos partenaires, je voudrais justement souligner que les espèces se sont évoluées avec une balance entre le jour et la nuit. Donc, le problème de la pollution lumineuse n'est pas seulement un problème de lumière, mais aussi de chaleur. Et dans ce projet, on va contribuer à protéger la biodiversité, à augmenter l'efficacité énergétique, parce que comme Kelly l'a dit auparavant, toutes les lumières traditionnelles qui sont remplacées avec le LED sont vraiment en train de faire augmenter la lumière bleue et donc la pollution lumineuse. Donc, c'est très important de parler avec nos organisations, nos politiciens pour changer l'interprétation de la loi sur ces lumières LED et pour réduire la pollution lumineuse et protéger la biodiversité.
il faut aussi impliquer les citoyennes dans les changements à faire. Et vous trouverez beaucoup d'infos, vous voyez, dans notre site web sur nos projets. Et dans les prochains séminaires, je vais vous donner plus de détails. Merci pour m'avoir écouté. Merci beaucoup, Katia. Nous avons déjà reçu beaucoup de questions. Comme vous l'avez compris, l'essentiel de nos interventions se focus sur les problématiques de lien entre la biodiversité et la pollution lumineuse, mais il y a aussi bien d'autres impacts de cette pollution lumineuse, notamment sur les humains, notamment sur le cycle de sommeil, sur les enjeux de sécurité aussi, cela joue. On a beaucoup de rapports là-dessus. Et sachez qu'il y a évidemment, lié à cette pollution lumineuse et cet excès de pollution lumineuse, des impacts économiques. Pour information, une commune française en moyenne consacre 41% de sa consommation d'énergie à l'éclairage public, ce qui représente à peu près 40% de sa facture énergétique et 16% de sa consommation d'énergie totalité. Donc évidemment avec des impacts sur le changement climatique. Pour revenir sur certains points concernant la France, Samuel nous précise dans la question box que pour tout nouveau projet en France, voilà, ceci, je crois que ça fait suite à un arrêté de 2018 sur la lutte contre les nuisances lumineuses. Pour tout nouveau projet d'éclairage, est limité à 3000 cas et il y a régulièrement des LED qui sont utilisés entre 2007 voire 1900 cas qui sont installés et donc ça reste quelque chose d'assez important chez nous. Beaucoup de questions. Là, je vais passer la parole tout de suite à Marie qui en a synthétisé certaines et qui va en poser 3 ou 4 pour Kelly et Katia. Oui, du coup, pas mal de questions. Une première qui concerne les sources de pollution lumineuse, à savoir quelles sont les principales sources de pollution lumineuse. Est-ce plutôt les maisons individuelles, les équipements publics, les commerces ou encore les hôtels? Voilà, je ne sais pas si Kelly ou Katia qui préfèrent répondre. So I can speak from Australia. Bon, je peux parler pour l'Australie parce que je sais que c'est différent hein, dans l'Australie et dans l'Europe. Dans l'Australie de l'Ouest, on n'a pas beaucoup de population et on a une grande nature. Mais on a beaucoup de ports, on a beaucoup d'industries et donc on a des grandes sources de lumière, les plateformes de pétrole, de gaz donnent beaucoup de lumière. Et dans les zones plus urbaines, ce sont plutôt, en effet, les lumières des rues. Mais ça dépend vraiment où vous êtes. Je ne sais pas, Katia, peut-être elle aura une réponse différente. Ben oui, en Macronésie, on a beaucoup de lumière publique, c'est une des sources principales, mais aussi les hôtels, parce que normalement on est en une zone très touristique et les hôtels sont vraiment un problème. C'est la même chose aussi dans les îles Canaries. Donc, on a aussi beaucoup de structures sur les côtes qui donnent beaucoup de problèmes avec des lumières directes. Et même un peu plus à l'intérieur, il y a aussi des problèmes de pollution lumineuse qui ont vraiment un impact désastreux sur la vie, surtout des insectes et qui doivent tout à fait croiser ces zones, croiser le ville et aller jusqu'aux zones côtières. Donc, on est en train d'essayer vraiment de parler avec les privés, les hôtels, les restaurants, pour qu'ils reconnaissent des best practices à entreprendre parce qu'il y a beaucoup de lumière
qui vraiment pointent vers l'océan, vers les étoiles, et ça, c'est vraiment un problème. Merci. Avant de laisser à nouveau la parole à Marie pour de nouvelles questions, Samuel, qui nous suit depuis sans doute les Alpes-Maritimes, qui voilà, nous informe que pour la France, pour la métropole niçoise, voilà, qui se trouve à la frontière avec l'Italie, les mesures ont prouvé que c'était 50% de la radiance qui était d'origine privée. Voilà, il y a une étude foncière qui a pu déterminer que 50% de la pollution lumineuse, la radiance lumineuse, était issue des propriétés privées. Donc voilà. Marie, question suivante. Oui, alors une question sur les LED, à savoir, est-ce que tout type de LED est dangereux pour l'environnement et pour la biodiversité, ou est-ce dangereux qu'à partir d'un certain niveau de puissance? All right, so I can talk to this one. So, Bah oui, je peux répondre à cette question aussi. La majeure partie de l'aide, les LED qui sont produits depuis les dernières 10 ans, ont blue chip. On a un blue chip et il change de couleur à partir des composantes différentes. Donc, si on a une lumière avec beaucoup de bleu, c'est une lumière qui fait beaucoup de lumière très, très lumineuse. Donc, on peut avoir une lumière un peu plus chaude qui n'a pas beaucoup de lumière bleue, mais l'impact est le même. En plus, on a des couvertures en phosphorus qui sont vraiment très dangereuses sur la partie extérieure de la lumière LED, et dans le temps, cette lumière devient de plus en plus bleue, même si elle a une espèce d'instrument dehors qui la rend plus chaude. Au fur et à mesure que la lumière est utilisée, la lumière bleue augmente, et il y a beaucoup de gens qui ne vont pas acheter ces genres de lumière, et maintenant le choix est sur les lumières qui font beaucoup plus de lumière, par exemple dans le RUT, parce que tu peux utiliser moins d'énergie électrique et illuminer beaucoup plus sur la route. Et donc, ce sont des lumières qui ne coûtent pas cher, et donc elles créent beaucoup plus de lumière bleue. On peut, oui, avoir des lumières LED qui sont moins dangereuses, mais elles coûtent plus cher. Donc, le même coût porte beaucoup plus de lumière en utilisant beaucoup plus de lumière bleue. Merci beaucoup, Kelly. Il y a plusieurs questions, notamment de Julien ou Erika, qui nous demandent quels sont les moyens ou les méthodes pour mesurer la pollution lumineuse. Mais on ne va pas répondre aujourd'hui, puisque ce sera un des sujets de l'épisode suivant. Il va falloir être attentif et venir vous inscrire au prochain épisode. On fait un peu de teasing. Mais je laisse Marie peut-être poser une dernière question. Oh, is it? Katia et Okay. Kelly. Oui, une dernière question qui serait de savoir, on a beaucoup parlé des impacts sur la biodiversité, mais quels seraient les impacts du coup sur l'homme, sur la vie humaine? Kelly, Katia? So, okay. Do you want Yeah, to, I Kelly mean, I first. can have a go, but Katia, do you want to have a go? Well, Kelly, you presented Katia, some est-ce que tu veux répondre? Bon, Kelly, vous avez présenté des problèmes de santé, mais il y a aussi un impact sur l'économie, parce que beaucoup de lumière a sûrement un impact économique, et c'est vraiment un langage commun qu'on commence à voir au moins avec les politiciens. Ils sont pas très
conscientes de la partie santé, mais si on leur explique la partie économique, l'argent, alors ils comprennent mieux et on a tout à fait un canal de communication avec eux. Donc, nous, on essaie beaucoup de parler avec les decision makers locaux, avec les gens qui prennent les décisions pour changer les lumières en leur présentant tout à fait une perspective économique. Et I can talk about that cycle. So that's melatonin cycle. So I don't know if that's where you're going, but je peux parler aussi du cycle de la mélatonine si c'est aussi un problème, c'est un problème de santé. Le problème est que avec la lumière, on ne se cerne pas de la mélatonine qui nous fait endormir, on ne se sent pas fatigué et les niveaux de cortisol se haussent. Donc, notre énergie reste très, très élevée et le corps est stressé, le corps n'arrive pas à se reposer, à s'endormir sans mélatonine et cela crée vraiment un déséquilibre dans l'organisme humain, dans tous les mammifères aussi. Par exemple, les kangourous en Australie ont aussi un problème de hausse du niveau de cortisol et ils ne respirent pas bien, ils n'arrivent pas à se reproduire dans le bon temps et donc il y a toute une série d'impacts sur d'autres espèces aussi. Avant de poser une dernière question, je voudrais revenir sur le cas français où effectivement la question économique est souvent abordée pour faire changer les pratiques dans les communes, puisque c'est un vrai sujet. Comme je le disais, 40% de la facture énergétique d'une commune est liée à l'éclairage public. C'est important de l'expliquer. Et aujourd'hui, plus de 50% du parc de lumière en France est vétuste, inadapté. Et ça coûte cher, c'est un investissement de le renouveler. Mais par contre, avec un bon renouvellement, on peut faire baisser les factures de 50 à 75%. Et donc ça aussi, ce sont des arguments pour faire évoluer les choses, plus effectivement entendables, malheureusement, par un élu, que des causes liées à la biodiversité. Une dernière question et puis après on passera aux deux prochaines interventions. Kelly, vous avez dit que la pollution lumineuse augmentait de 9% par an, si j'ai bien entendu. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des modèles ou est-ce qu'il y a des méthodes qui permettent d'imaginer ou de faire de la prospective pour savoir quels seront les territoires, les zones où cette pollution lumineuse va augmenter? Est-ce qu'on a aujourd'hui des méthodes prédictives là-dessus? Not that I'm aware of. I mean, I'm sure people Je connais pas qu'il y ait une méthode prédictive. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de travailler sur cela pour comprendre où il y aura beaucoup plus d'augmentation. Ils utilisent les satellites, par exemple. Et- mais les satellites ne sont pas très sensibles à la lumière bleue qui a des ondes plus courtes. Donc, il faut avoir des instruments différents qui captent la lumière bleue. Parce que normalement, les satellites vont de la lumière verte à la lumière rouge. Donc, c'est ça, il faut avoir des instruments plus spécifiques pour... je n'ai pas vu des articles quand même. Et en 2015, on a dit que c'était une hausse de 2% pour un et maintenant on a vu que c'est 9%. Donc, il y a des choses qui changent en temps. Mais les lumières LED sont le premier impact. Félicitations et de remerciements de la part des participants concernant vos interventions. Nous allons vous laisser là, nous allons poursuivre, mais vous pouvez rester pour dire un dernier mot à la fin du webinaire si vous voulez revenir sur un point qui vous paraît crucial. Mais là, nous allons passer tout de suite à la prochaine intervention de Edna, qui va nous parler avec un regard différent puisqu'elle est architecte, elle est urbaniste,
Donc, Edna va nous parler d'un projet qui est en cours, sur lequel elle a travaillé, et revenir sur cette expérience. Edna, à vous la parole. Oui, merci. Merci beaucoup. Et en effet, c'est très riche tout ce qu'on fait autour de la pollution lumineuse. Et je suis enseignante-chercheur à l'Université de Bretagne occidentale en France. Et c'est une thématique sur laquelle je m'intéresse depuis une optique un peu différente. C'est-à-dire que j'ai une approche sociale sur tout ce qui se passe la nuit. Dans cette optique, si on peut passer à la diapo suivante, on arrive à s'intéresser aux dynamiques nocturnes et les liens entre la lumière. Comme on avait fait mention, c'est un lien qui rassure. La lumière artificielle, ça va être un aspect qui rassure l'être humain. Et assez rapidement, on voit que ce besoin d'être en sécurité, ça peut produire de la pollution lumineuse, c'est-à-dire de la lumière en excès. Une des thématiques sur lesquelles je travaille, j'ai eu l'opportunité de travailler entre la pollution lumineuse et les aspects liés aux activités touristiques dans le littoral. C'est autour d'un projet, comme vous le voyez dans la diapositive, on peut passer à la suivante. Dans le cadre d'une chaire qui s'appelle Nosbrace. Une chaire universitaire, Nosbrace, c'est en breton. En Bretagne, on parle breton, donc c'est les nuits en Bretagne. Et on s'intéresse à tous les aspects sur la nuit. Un des projets de cette chaire universitaire s'appelle Blue Night. Et on a rassemblé un groupe de chercheurs multidisciplinaires, comme vous le voyez dans les slides, et des différentes universités de Brest, de Cadix et de Malte. Et l'objectif, c'était de s'interroger entre cette pratique touristique, toutes les activités que les êtres humains ont autour du tourisme dans ces espaces littoraux. Et c'est une thématique sur laquelle il n'existait pas tel quel. Comme on voit bien, on n'est pas très conscient de le rôle que la pollution lumineuse elle peut jouer dans la conservation des environnements, notamment dans les zones littorales. Si on passe à la slide suivante, vous verrez que un des objectifs de ces projets, ça va être bien d'explorer des impacts entre tourisme littoral et pollution lumineuse. Dans 3 universités, donc dans 3 territoires, en Bretagne, à Cadix, en Espagne, et à Malte. On a essayé et on a construit une méthodologie. Si on passe à la slide suivante, grâce à ce projet exploratoire, et c'est une méthodologie qui est basée sur une cartographie des cartes autour de l'occupation du sol, autour des services et activités liées au tourisme, autour des corridors écologiques, et une deuxième approche à partir des images des satellites et une simulation de l'halo lumineux pour avoir qu'est-ce qu'est l'empreinte de la pollution lumineuse sur nos territoires. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais vous montrer un peu rapidement ce qu'on a fait dans un premier temps. Comme vous voyez dans l'image à gauche, on a des images de satellites où il y a la lumière artificielle sur le territoire. Dans l'image de droite, on fait une simulation grâce à ce partenariat avec les bureaux d'études d'Arc Skylab où on modélise la pollution lumineuse. Et c'est de ça qu'il vient de nous parler. Il n'y a pas de frontière. On voit bien comment est-ce que la pollution lumineuse il va déborder tout cet espace urbain et dans certains cas, il ira jusqu'à la mer. Si on passe à la diapositive suivante, comme vous le verrez bien, dans nos 3 villes, ou dans nos 3 terrains d'études, c'était assez important de voir que cette question de la pollution lumineuse, c'était quelque chose qui passait sous le silence. On voit dans les cas de Brest qu'à une certaine distance, on accède à un ciel encore préservé, c'est la couleur un peu plus bleue en fait, mais on voit les cas extrêmes de Malte, une île où on voit que la pollution lumineuse, pour avoir accès à un ciel de qualité, il faut être vraiment en pleine mer. Donc,
l'avantage ou un des premiers résultats de notre projet, c'est cette sensibilisation. Sensibiliser et rendre visibles les enjeux liés à la pollution lumineuse et au tourisme. Dans la diapo suivante, s'il vous plaît, je vais juste vous montrer, parce qu'on a un temps assez court, mais les cas de un de nos territoires en France, ça va être Bénodet, la plage du 13, où c'est un modèle réduit. Ce qu'on voit dans des grandes villes balnéaires, on a tous les services d'une ville balnéaire, on a un thalasson, on a un casino, on a une occupation estivale très très forte, comme vous le voyez dans l'image, et un éclairage public public et privé, hein, mal réalisé, c'est-à-dire la lumière où il ne faut pas de la lumière. Et la diapo suivante, vous verrez que grâce à la simulation, l'hypothèse qu'on a et qu'il peut être confirmé, c'est cette importance cet impact d'une activité touristique estivale. Vous voyez en rouge, et la lumière, il va augmenter, vous voyez dans la carte, il va augmenter pendant la période estivale. Et dans certains territoires, aussi proches à notre site d'études, on voit comment est-ce que la pollution lumineuse, il pourra augmenter pendant l'hiver. Donc, pour ce qui nous intéresse, ça se confirme en fait, c'est à Bénodet, un des terrains d'études, c'est l'occupation, les pratiques touristiques qui vont augmenter de façon vertigineuse la pollution lumineuse, comme vous le voyez dans l'animation. Et maintenant, la suite de nos projets, c'est bien sûr aller vers les acteurs du territoire parce que pour l'instant, on a produit de la donnée. Ce n'est pas très utile si on ne construit pas avec les habitants, si on ne rentre pas en dialogue avec les acteurs du territoire. Donc, la suite, c'est à Cadix, à Bretagne et avec un nouveau partenaire, travailler avec la population locale, travailler avec les acteurs et notamment un public qui est très, très compliqué à toucher, en fait, les touristes. Et ça, c'est la suite. Donc, je vous ai montré assez rapidement un projet exploratoire qui a réussi à mettre en évidence une thématique pollution lumineuse plus activité touristique qui, pour l'instant, n'est pas très étudiée. C'est-à-dire que ces liens, on l'imagine bien, ce qui est compliqué, c'est le montrer afin de sensibiliser et prendre des actions sur les territoires. Donc, je suis allée un peu vite, mais peut-être que dans la session de questions-réponses, je pourrais répondre, je pourrais vous montrer, peut-être vous donner plus de détails sur notre projet. Donc, je vous remercie. Eh bien, nous aussi, on vous remercie. Et effectivement, je pense qu'on pourra venir un peu plus dans les détails dans la session de questions. N'hésitez pas, là encore, à écrire vos questions pour Edna dès à présent dans la question box. Et Marie reviendra dessus juste après l'intervention de Mélanie. Mélanie, je te passe la parole pour cette dernière présentation du jour. Et après, il y aura une session de questions et de réponses de votre part. Mélanie, à toi la parole. Merci Fabrice. Mon propos à moi va plutôt s'intéresser à illustrer les impacts de la pollution lumineuse avec un exemple qui concerne nos territoires insulaires de la Caraïbe. Et puis, je donnerai quelques éléments de recommandations qui sont émises par les politiques publiques en France pour limiter cette pollution lumineuse. Donc, l'archipel de l'Arc Antillais, en fait, situé dans la Caraïbe, est composé d'îles qui forment un véritable continuum entre le continent d'Amérique du Nord et le continent de l'Amérique du Sud. Et il fait partie des 35 hotspots de biodiversité. Ce qu'il faut savoir, c'est un véritable passage en fait pour la vie faune migratrice et que de plus, en fait, il joue un rôle crucial, cette zone, dans le cycle de vie de plusieurs espèces, notamment des espèces de tortues marines, ponte, nourrissage, etc. Enfin, l'Arc Antillais abrite un fort taux d'espèces endémiques, alors que ce soit des chauves-souris, des insectes, des espèces aquatiques, qui sont souvent classées, menacées, vulnérables, en danger. Toutefois, ces territoires insulaires, ils sont exposés à de nombreuses pressions anthropiques, notamment parce que la population occupe la plupart des espaces littoraux de ces îles. Le tourisme est souvent un fort problème impactant aussi ces îles. Et enfin, le trafic maritime qui est très dense, lié à l'export et import nécessaire à la vie finalement des humains sur cette île.
sur ces îles. Sur les photos que vous pouvez voir en fait sur cette slide, on peut regarder à droite la pollution lumineuse qu'on voit notamment sur les îles de Guadeloupe. En haut, on a Grande-Terre qui est en fait une zone plutôt de campagne où on voit que les trams de route. Mais par contre, le littoral en bas à droite, on s'aperçoit tout de suite que la pollution lumineuse est forte. On peut passer. Cette pollution lumineuse, merci, cette pollution lumineuse, elle impacte surtout, je l'ai dit tout à l'heure, une des catégories animales que sont les tortues marines. Et en fait, à plusieurs niveaux. Pourquoi? Parce que les pontes et les émergences des nouveau-nés ont lieu sur les plages de sable. Et je sais que l'année dernière, vous avez déjà évoqué l'érosion littorale qui va déjà impacter en fait les tortues marines. Mais là, la pollution lumineuse est aussi un fort problème. Parce que les tortues marines vont venir donc pondre en fonction des saisons et les femelles s'orientent en fait pour aller sur la plage, s'orientent grâce aux lumières naturelles de la lune, etc. et de la lumière qui est réfléchie surtout sur l'horizon. Et lorsqu'il y a des lumières artificielles qui sont présentes sur le littoral, en bord de plage, les espèces en fait sont perturbées et leur comportement aussi. Il peut y avoir un abandon des sites de ponte, une désorientation des femelles en phase de ponte lorsqu'elles sont vraiment en train de creuser ou même de pondre. Et enfin, une désorientation aussi des juvéniles lors de l'émergence, c'est-à-dire de la naissance, de la sortie de ces tortillons du sable. C'est illustré par une très belle photo de Sébastien Barrios sur la droite, qui montre en fait que le petit tortillon de l'espèce tortue luth va être attiré par le lampadaire et ne va donc jamais regagner la mer. Les éclairages artificiels visibles depuis la plage constituent donc une forte menace pour les tortues marines, qui se retrouvent donc exposées aux prédateurs, à la fatigue, à la collision avec les véhicules par exemple, ou encore à la déshydratation. On peut passer. Alors d'une façon plus globale, pour faire face à cette fragmentation des habitats, en France, il existe une politique publique qui s'appelle les politiques de tram, donc tram verte et bleue en l'occurrence. Ces politiques publiques, elles visent à préserver le réseau des continuités écologiques indispensables en fait aux espèces animales et aussi végétales, mais surtout animales, pour qu'elles puissent circuler, pour qu'elles puissent s'alimenter, pour qu'elles puissent se reposer et aussi assurer leur cycle de vie. Donc depuis 2007, en fait, cette démarche de territoire, elle s'inscrit dans une démarche de préservation de la biodiversité et elle agit en fait dans les décisions d'aménagement du territoire pour contribuer à améliorer le cadre de vie, mais surtout améliorer la préservation de la biodiversité. Vous avez le schéma des trames vertes en vert et bleu. Donc, ce sont les trames vertes et bleues qu'on peut voir s'organiser autour de réservoirs écologiques, comme par exemple les forêts, les grandes zones naturelles, et les corridors écologiques qui vont faire le lien entre ces réservoirs. Et sur l'image de droite, vous avez exactement la même zone avec ces halos de lumière qui vont aussi faire en fait une dépression. Mes collaboratrices l'ont bien expliqué tout à l'heure. Et là, l'objet, c'est de reconstruire ces trames noires de façon à repermettre la circulation et tout ce que je viens de citer pour la faune. Donc, afin de mettre l'accent sur ces spécificités de fragmentation des habitats liés aux éclairages artificiels, l'Office français de la biodiversité, qui est l'organisme qui s'occupe en fait de la biodiversité en France, porte une démarche qu'on appelle trame noire. Je ne sais pas comment on peut traduire, peut-être framework, qui a pour objectif en fait de lutter contre cette fragmentation qui est liée à la lumière. Donc ça s'inscrit pleinement dans la politique de la trame verte et bleue. On peut passer. Dans le cadre en fait de cette politique publique, il y a plusieurs recommandations, plusieurs travaux. Là, j'ai sorti quelques exemples qui sont sortis de beaucoup de travaux d'acteurs et je vais les citer tout à l'heure. Et leurs images sont très parlantes pour des recommandations qui vont en fait
aider les collectivités, aider les aménageurs, mais voir aussi les particuliers à mieux éclairer les espaces littoraux. Dans la première recommandation, on peut revenir sur les tortues en voyant que ce qui compte, c'est de mettre un éclairage approprié et donc en fait d'éviter à tout prix évidemment d'éclairer la plage. Et donc l'orientation en changeant de côté notamment les lampadaires pour éclairer la route mais pas la plage, c'est un des premiers éléments importants. En deuxième, les maisons, les immeubles qui bordent le littoral doivent aussi travailler sur leur type d'éclairage. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais une maison peut éclairer vraiment vers le haut, vers les plages, etc. et vraiment produire beaucoup, beaucoup d'impact. On parle des tortues, mais il y a d'autres espèces aussi aquatiques qui en pâtissent. Donc, dans le deuxième exemple, en fait, ça vous illustre ce qu'il est possible de faire de façon à limiter et à diminuer l'impact de l'éclairage sur le littoral en choisissant des lumières qui vont aller plutôt vers le bas et qui vont éclairer sa maison, mais pas du tout le littoral. En troisième exemple, on peut diminuer aussi l'intensité lumineuse en recommandant de végétaliser les cordons sableux, d'épaissir en fait l'écran végétal au lieu de justement tout débroussailler. Et de plus, bon, ça agit aussi évidemment sur la préservation des plages et de lutte contre l'érosion, mais en plus, ça fait un écran qui va permettre aussi de pouvoir feutrer et diminuer la pression lumineuse sur le littoral. En quatrième, il y a aussi la longueur d'onde. Alors, Madame Kelly Pendoli en a beaucoup parlé de la longueur d'onde. Effectivement, il faut savoir choisir le bon éclairage avec la bonne intensité. Les ampoules, en fait, effectivement, plus elles sont dans les lumières bleues, plus la nuisance va être forte. Donc là, on invite aussi à changer le type de lampe pour des ampoules qui vont diminuer en fait l'impact sur ces tortues. Et enfin, sur nos territoires insulaires en général, hein, dans la Caraïbe, nous avons très peu de grandes routes droites, etc., mais beaucoup plus des petites routes sinueuses qui sont souvent effectivement mal éclairées pour le conducteur. Mais il existe des systèmes qui sont en même temps bénéfiques pour notre vue et notre conduite nocturne, mais qui en même temps sont des solutions conseillées pour limiter l'éclairage. Il s'agit des catadioptres. Alors, je ne sais pas comment traduire catadioptres, mais ce sont ces petits points réfléchissants lorsqu'on arrive avec les phares qui vont permettre de mieux voir la route et moins d'éclairer la route. Tout ça, vous pouvez le retrouver dans différents types de guides. En français, il y en a un aussi en anglais dans l'encart jaune, qui sont tirés des travaux, parce que dans les Antilles françaises ou en France, de façon générale, il y a de nombreux acteurs qui travaillent et qui œuvrent en faveur de la diminution de la pollution lumineuse, à commencer par l'Office français de la biodiversité, Patrinat, avec notamment les grands travaux de M. Romain Sordello, mais aussi le réseau Tortue des Antilles, le Centre national de la recherche scientifique ou encore l'Office national des forêts qui ont produit, ou encore le Parc des Cévennes, qui ont produit des guides très didactiques, très pédagogiques à destination des acteurs, des collectivités publiques et de toute personne qui souhaite agir et œuvrer en faveur de la diminution de la pollution lumineuse. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Mélanie. Effectivement, et on retrouve des éléments et pas mal de liens que tu nous as fournis, voilà, qui sont ici sur le PowerPoint. Pour ceux qui n'auront pas le temps de les noter, c'est bien probable. Vous les retrouverez dans le PDF de ce PowerPoint qui sera diffusé sur le site ICO Solutions, sur lequel vous pouvez retrouver tous ces éléments. Plusieurs questions importantes. Alors des informations encore de la part de Samuel qui travaille au CEREMA avec Aix-en-Provence, voilà, je une précision, et qui nous rajoute des informations notamment sur les perspectives fortes d'urbanisation le long des côtes, qui sont évidentes. Et nous, au Conservatoire du littoral, on est les premiers concernés pour tout ce qui est des zones françaises. On connaît bien ces sujets-là et qui, effectivement, apportent leur lot de destruction des habitats d'un point de vue habitat naturel, mais aussi apportent des enjeux de pollution lumineuse. Et une première question peut-être pour Edna.
puisque le projet dont vous avez parlé a essentiellement conduit à produire de la donnée. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut transformer ces données en informations et les transformer ensuite en actions publiques pour faire changer les choses? Oui, merci. Ce qu'on est en train de faire déjà, on a produit de la donnée, de la cartographie. Donc, on est sur une deuxième phase sur les terrains d'études, parce que il faut comprendre pourquoi il y a une augmentation pendant la période estivale et créer des livres blancs ou créer des documents grand public dans lesquels on va restituer ce que nous, on a retrouvé et avec les acteurs locaux. En fait, c'est ça que notre Katia elle est en train de mettre en place et faire des ateliers, faire de permanences dans lesquels on pourrait communiquer encore une fois nos résultats et du coup arriver à des solutions qu'on vient de voir hein, et que sur les chats ils s'émergent, en fait des solutions assez simples et qui peuvent être mises en place, mais tout ça en coordination avec les acteurs, avec les habitants et avec ceux qui en résultent. Donc, c'est quelque chose, voilà, des ateliers et des documents grand public qu'on va mettre à disposition sur notre site internet aussi. Merci beaucoup. Euh, euh, pour Samuel qui nous transmet énormément d'informations, nous allons prendre contact avec vous parce qu'effectivement, pour les 2 autres épisodes, nous aurons peut-être besoin de vos lumières, jeu de mots sur la pollution lumineuse. Voilà, pour continuer et aller un peu plus loin, vous reveniez sur les éléments clés qui sont liés notamment à l'arrêté qui a été pris en France en 2018 sur la lutte contre les nuisances lumineuses. Mais ce qu'on voudrait aussi avoir comme contribution de la part de Mélanie, Kelly et Katia, si elles veulent bien se reconnecter avec nous, c'est est-ce qu'il existe aujourd'hui des normes internationales qui permettraient de limiter ces pollutions? Et si ces normes n'existent pas, si elles existent, certes, si elles n'existaient pas, quels sont les pays ou les régions qui sont leaders sur ces sujets dans le monde? Kelly, votre micro est ouvert, donc vous allez commencer et après on passera la parole à Edna puis à Mélanie. All right, so Oui, people doing the most work around light pollution. les gens qui font le plus de travail sur la pollution lumineuse sont sûrement l'Europe, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Et je fais partie d'une association internationale, donc je fais beaucoup de travail, en effet, avec des organisations internationales. On a vu de l'intérêt dans le nord de l'Amérique, dans la Nouvelle-Zélande, et il y a beaucoup de programmes, par exemple, de certification. En ce qui concerne les lois, en Italie, et en Australie, on a produit des lignes guides par le gouvernement du Commonwealth, mais ce ne sont pas régulatoires. Mais elles parlent carrément des espèces et donc elles ont quand même un impact potentiel sur la vie des espèces parce que maintenant, s'il y a un danger pour les espèces, particulièrement les espèces protégées, il faut vraiment regarder aussi les lignes guides de la pollution lumineuse. Donc, on est en train d'augmenter l'impact de ces lignes guides parce qu'on a vu qu'il y a un impact sur la vie de mammifères. Donc, dans les dernières 3 années, on a vraiment focalisé beaucoup d'attention des autorités sur la pollution lumineuse en Australie et on a adopté des lignes guides pour les espèces de mammifères. Je ne sais pas si France a des normatifs pareils ou d'autres
ou d'autres nations en Europe ont signé un protocole sur la pollution lumineuse qui est en train d'essayer de dire on est obligé par la loi de suivre ces lignes. Donc ça c'est bien parce qu'il faudrait que beaucoup plus de gouvernements restent là. Quelques questions? Merci Kelly pour ta réponse. J'ai plusieurs questions concernant la représentation culturelle de l'éclairage artificiel. Donc, pour beaucoup de particuliers et de collectivités, davantage de lumière dans la nuit est plutôt considéré comme positif. Et on se demande s'il ne faudrait pas plutôt travailler du coup sur cette représentation culturelle de l'éclairage nocturne, en plus de toutes les solutions présentées par Mélanie. Do you want me to have a go at that, or is someone else going to have a go? Edna? Est-ce que je réponds à cette question ou quelqu'un d'autre? C'est juste, peut-être avant de répondre à la question ou de donner mon point de vue, en fait, il faut bien dire que l'éclairage privé, bah, c'est tout à fait, c'est les particuliers en fait, mais les particuliers, n'oublions pas qu'il y a toutes les zones industrielles. En Bretagne, la présence du cerf, certains espaces qui sont exonérés ou qui ne vont pas être soumis à toute la réglementation très très avancée qu'il y a en France au niveau de l'Europe. La France, il est un des pays meilleurs dotés d'une réglementation qui n'est pas appliquée, pas forcément. Mais ça, c'est au niveau de l'Europe. Donc, il faut se dire que l'éclairage privé, c'est très, en tout cas en Bretagne, c'est très, très fort en fait. C'est pas qu'au niveau de commune, on ne fasse pas un effort. On est en train d'essayer d'éclairer de façon plus juste. Et comme Marie, elle disait, en fait, c'est un travail qu'il faut qu'on le fasse avec les habitants parce que il ne faut pas oublier que, comme je disais, cette approche à la lumière artificielle, c'est parce qu'on va rassurer l'effet d'être dehors la nuit. Sauf qu'on se rend compte à partir de travaux qu'on a réalisés qu'on peut très très bien continuer à réaliser nos activités avec des niveaux d'éclairage beaucoup moins importants. Et j'avais évoqué comment est-ce qu'on peut faire un tour dans le monde et certains pays, les miens au Mexique ou des pays en Afrique, on est habitué à des niveaux d'éclairage très très basses. En fait, on est un peu dans la pénombre et on arrive très très bien à réaliser nos activités. Donc en Europe, on est dans une culture parce que c'était un peu comme on a construit les villes. Hein. Plus d'éclairage, ça représentait le progrès et ça, entre guillemets, ça rassurait les usagers la nuit. Mais bon, à revisiter tout ça parce que nous, on réalise en Bretagne pas mal des actions et je suppose ailleurs aussi, en fait, et on est de plus en plus sensible sur le fait de se dire on n'a pas besoin de tant de lumière pour cohabiter avec des autres espèces, en fait, voilà, avec les autres êtres humains et la flore et la faune. Donc, oui, un travail très, très fort sur qu'est-ce que c'est la lumière et qu'est-ce qui représente la noirceur qu'on ne connaît pas, la nuit, darkness, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que d'être dans la nuit, dans l'obscurité en ville. Merci. Ça rebondit d'ailleurs sur une question qui revient souvent quand on a des débats sur les problématiques de pollution lumineuse dans des villes, c'est les enjeux de sécurité. Il y a Cyril qui nous pose cette question pour savoir comment est-ce qu'on peut prouver s'il y a un lien entre sécurité et lumière nocturne. Je sais qu'en France, il y a eu plusieurs études qui ont été menées justement sur des zones accidentogènes fortement éclairées sur les routes, et quand elles étaient moins éclairées, ben, le risque d'accident diminuait puisque les véhicules diminuaient leur vitesse aussi. Donc voilà, je sais ça. Pareil sur des zones de fort cambriolage où les cambriolages diminuaient lorsque la lumière était baissée, ce qui est là aussi pas très intellectuellement évident. Mais est-ce que quelqu'un a des choses plus précises que ce que je viens de dire sur ces problématiques de lien entre sécurité sur les routes en zone urbaine et lumière? Est-ce que vous avez des éléments ou des études? Merci. So there has been research done. Oui, j'ai quelque chose à dire. Il y a eu de recherche. Bon, c'est une énorme recherche. C'est un thème énorme. Mais les études ont montré que
le crime augmente dans les zones avec beaucoup de lumière, parce que même les criminels veulent voir ce qu'ils sont en train de faire, carrément. Donc, c'est très important de parler de cette culture. Et il n'y a pas vraiment un lien entre la lumière publique et moins d'accidents. En effet, en Australie, il y a des lumières sur la route qui ne sont pas pour les voitures, mais pour le piéton. Donc, d'accord, c'est important, la lumière pour conduire, mais oui, il y a beaucoup de travail à faire sur la culture, mais les êtres humains ont une peur atavique de la lumière, une peur très profonde de la lumière, de l'obscurité, une peur très profonde de l'obscurité. Donc ça, c'est difficile à changer. Merci. Philippe, effectivement, demande s'il y a des références sur les risques d'accident et de cambriolage. Nous allons vous trouver ça et nous allons les mettre dans les ressources que vous pourrez retrouver sur le site ICO. Je laisse la dernière question à Marie, s'il en reste une dernière. Et puis après, on fera un dernier tour avec tout le monde pour avoir votre dernier mot. Voilà, qu'est-ce que vous retenez de tout ça et quels sont les points qu'on aurait sur lesquels on serait passé trop rapidement. Marie. Oui, une dernière question qui était un petit peu spécifique, qui était pour Mélanie, qui a répondu en partie par écrit, mais je pense que c'est bien de la reposer à l'oral pour la traduction. Mélanie, tu as pas mal parlé des tortues marines, des chauves-souris, mais on se demandait s'il n'y avait pas aussi des oiseaux marins impactés par la pollution lumineuse aux Antilles. Oui, excusez-moi, je ne trouvais plus le micro. Oui, c'est bien sûr, j'ai focusé sur les tortues marines pour la question des 7 minutes, mais il y a beaucoup d'autres espèces qui sont effectivement impactées, notamment évidemment celles qu'on connaît le plus, les chauves-souris, les insectes, évidemment, c'est la même chose ici dans la Caraïbe. Mais on va avoir, c'est pour ça que j'ai parlé de ce lien, ce continuum entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, parce qu'on est dans une zone de passage des oiseaux migrateurs, des oiseaux marins, certains qui nichent, et effectivement, ils sont aussi impactés par la pollution lumineuse. Donc, ils ont du mal, par exemple, à percevoir les étoiles qui vont les guider. Ils peuvent dériver, ils peuvent, du coup, en dérivant, s'épuiser. Et donc, en période de nidification, les oiseaux et puis surtout les juvéniles, en fait, peuvent être attirés par des sources lumineuses, parasites, et ça va avoir des conséquences, en fait, néfastes sur les populations. Donc, il y a certains articles et plusieurs sources qui parlent en fait de cet impact des lumières parasites, hein, notamment certains travaux qui montrent comment ça les empêche de regagner leur nid ou de trouver leur bonne direction. Ça, c'est les travaux de Telfer, j'en ai parlé dans le chat en fait, Telfer et Hall, 1987, on peut peut-être mettre les références plus tard. Et d'autres en fait situations qui vont attaquer notamment les puffins, pardon pour le son d'eau du blanc qu'on va trouver aussi dans nos territoires. Justement l'ATE qui est l'Agence territoriale de l'environnement de Saint-Barthélemy et d'autres hein, sûrement les travaux de peut-être la réserve aussi de Saint-Martin, etc. ont observé et travaillent évidemment sur aussi l'impact sur les oiseaux migrateurs et la pollution lumineuse aussi. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Merci beaucoup Mélanie. Effectivement, il y a encore plein d'autres questions, mais on avait dit qu'on essaierait de tenir dans 1 heure et quart. Nous avons déjà dépassé ce délai. Beaucoup de questions concernent la biodiversité et dans le prochain épisode, on pourra revenir dessus et on trouvera plein de nouvelles réponses à ces questions. Donc, restez connectés, enfin, reconnectez-vous la semaine prochaine. Petit tour de table pour, voilà, si vous le souhaitez, ajouter un dernier mot, quelque chose un message que vous voudriez faire passer aux gens qui sont encore connectés avec nous. On va faire dans l'ordre d'apparition. Donc, on peut commencer par Kelly, puis Katia, Edna et Mélanie. So I just answered that last question. One of the species we have here in Australia that has En Australie, from light pollution are shearwaters. So I don't know if you
On a le shearwaters. C'est une espèce qu'il y a ici en Australie et qui est très impactée par ces pollutions lumineuses, spécialement le jeune qui n'arrive plus à trouver leur route pour l'océan. Donc, c'est vraiment un problème énorme pour ces oiseaux. Je vois Katia qui hoche la tête lorsqu'on parle des impacts de la pollution lumineuse sur les shearwaters. Katia, je crois que vous avez aussi beaucoup étudié ces enjeux sur Madère. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot, quelque chose en plus qu'on n'aurait pas eu le temps de dire aujourd'hui? Katia, si vous voulez la parole pour dire un dernier mot, ou sinon nous passons. Please. Okay, just to finish, yeah, just to confirm what Oui, pour terminer et confirmer ce que Kelly a dit, ici à Micronésia, c'est aussi un hotspot très important pour les shearwaters. Ils sont vraiment un focus de notre projet de conservation. Plus de 1000 oiseaux meurent toutes les années pour la pollution lumineuse. Donc, on est déterminé à réduire ce nombre et on va expliquer des façons de le faire, des actions dans les prochains webinaires. C'est très important de travailler avec les privés, le public. Et même une lumière qui change dans un restaurant peut faire la différence. Et par exemple, ici, l'année passée, avec des très petits changements, on a augmenté la population d'oiseaux. Donc, un tout petit changement, on peut avoir un impact énorme. Donc, c'est très important de faire les bons choix. Et les petits choix aussi, et les petites actions qui ont un grand impact. Effectivement. Petite action, grand impact. Les prochains épisodes seront consacrés à la biodiversité et aux solutions. Il y a des questions qui arrivent maintenant, malheureusement un peu tard, sur les impacts de la pollution lumineuse sur la faune marine. Nous y répondrons lors des prochains épisodes. Fabrice, il va falloir être connecté au prochain pour avoir votre réponse. Edna, un dernier mot? Oui, dans le même sens que Katia, que les autres collègues. En fait, il y a toujours des enjeux liés à la sécurité. Il y aura toujours des opposants ou des discours autour de la sécurité, autour de ne pas avoir des accidents et que les responsables, les élus, ils soient pris en défaut. Donc, tout ça passe par un dialogue, en fait. C'est pas, voilà, c'est bien qu'on produise de la donnée, c'est bien qu'on soit des experts, mais si on ne met pas ça autour de la table, toutes les experts, on ne pourra pas changer la vision et la façon dans laquelle on conçoit et on gère nos espaces, en fait. Donc, comme Cathy disait, des petits avancements, et peut-être que c'est dans ce dialogue où il y a des changements qui peuvent se mettre en place, mais si on ne fait pas connaître et si on ne met pas en place ces espaces de dialogue, bah, on va rester dans des réunions virtuelles dans lesquelles il n'aura pas d'impact sur le territoire et sur nos écosystèmes, en fait. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Edna. Effectivement, c'est aussi le but de ces réunions virtuelles qu'on organise ici, de ces webinaires, c'est effectivement échanger des informations, diffuser les bonnes expériences, les bons savoirs pour que ça se diffuse un peu largement. L'année dernière, il faut savoir qu'à l'occasion des différents webinaires que nous avons organisés, nous avons eu plus de 1500 participants au total et que ça a touché 137 pays. Donc effectivement, c'est des petites informations qui diffusées et qui enchaînent pour peut-être apporter des conséquences. Mélanie, le mot de la fin. Bah, merci justement en reprenant les études d'impact comme l'a montré Kelly et comme l'a montré aussi Katia. Et justement, dans le dernier propos d'Etna, ce qui est très important, c'est l'aménagement du territoire. Il faut le repenser. Il faut inverser notre regard en fait sur l'aménagement du territoire et ne plus finalement aménager et mettre la nature autour, mais faire l'inverse, positionner la nature et voir comment on améliore en fait nos façons de vivre. Et ça, que ça soit pour la lumière, l'artificialisation des sols
ou l'utilisation de l'eau, qui sont les trois éléments en fait indispensables, hein, y voir, avoir de l'eau et de l'espace, de façon à préserver la biodiversité en général. Et je rejoins Edna, ce sont des travaux qui nécessitent beaucoup de temps pour aller convaincre les élus, la population en général, pour justement changer notre regard sur effectivement l'intensité lumineuse et la sécurité, qui finalement est inversée à ce qu'on pourrait penser. En fait, il y a beaucoup de travail de sensibilisation. Donc, merci à ces espaces virtuels d'échange de données. Ça nous permet, nous aussi, d'échanger techniquement et scientifiquement sur des choses. J'espère que aussi les gens prennent beaucoup d'informations. Mais effectivement, ce sont des espaces qu'il faut élargir à beaucoup d'élus qui vont en tout cas œuvrer à un aménagement du territoire meilleur, moins impactant. Merci beaucoup. Ravi de vous avoir eu toutes les quatre aujourd'hui à mon côté, d'avoir pu répondre à toutes les nombreuses questions. Malheureusement, on n'aura pas pu répondre à toutes, mais je vous dis, pour faire la promo, mais c'est vrai aussi, de venir dans les prochains épisodes où on parlera à nouveau biodiversité et solutions, et ça répondra aux questions de Margot, de Fabrice, de Aude, de Philippe, et j'en profite pour saluer mon ami Faisal qui nous écoute à Karkena, voilà, qui travaille notamment sur l'installation de candélabres, de luminaires sur les routes de Karkena. Voilà, donc j'en profite pour le saluer. Prochain épisode, mardi prochain, le 21, sur comment est-ce qu'on fait un diagnostic de cette pollution lumineuse et comment est-ce qu'on mesure les impacts réels sur la biodiversité. Et enfin, le jeudi 30, pour avoir les différentes recommandations. Donc, on a eu un petit avant-goût avec les propositions de Mélanie. On en aura bien d'autres et on reviendra effectivement aussi sur ces dynamiques territoriales, sur ces enjeux d'urbanisation qui sont effectivement prégnants sur les îles, encore plus sur les petites îles, mais sur l'ensemble des zones côtières de la Clébette. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Merci encore à vous quatre, Katia, Kelly, Edna et Mélanie. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci à vous. Au revoir. Merci.